Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition. Un nouveau partenariat vient d'être signé entre les compagnies aériennes Air France et Air Madagascar. Air France effectuera 4 vols aller-retour France-Madagascar chaque semaine. Elle se chargera également de la promotion de Madagascar en Europe et dans le monde. Air Madagascar, pour sa part, s'occupera de la normalisation de la qualité des services touchant le transport, l'hébergement et la restauration des passagers. Nathalie Léab sur un reportage de Marc Ramarkout et de Abel Arndernous. La signature du partenariat était effectuée cet après-midi avant la rencontre de la délégation de la Air France avec l'ancienne ministre du Tourisme, Irène Andreas. L'objectif est de faire de Madagascar une destination préférée des Européens. Madagascar possède tous les atouts pour le développement touristique durable, a signalé Alain Malka, chef de la délégation de Air France. Il s'agit pour Air Madagascar d'acheter 20 sièges 2 fois par semaine sur nos vols, donc 20 sièges aller-retour évidemment, 2 fois par semaine, ce qui permet à Air Madagascar d'augmenter le nombre de fréquences sur Paris. Donc c'est pour nous la première phase d'une coopération qui devrait s'étendre dans le futur. On attend beaucoup de développement de la flotte d'Air Madagascar qui permettra, je l'espère dans le moins de temps possible, de pouvoir aller plus loin dans l'échange de code-share, donc dans le fait de pouvoir échanger des capacités avion sur un avion ou l'autre, un avion d'Air Madagascar ou un avion d'Air France. Ce que l'on va discuter ensuite, c'est aussi le fait de discuter des continuations, de regarder sur les continuations. Donc pour Air Madagascar, une fois arrivé à Paris, comment fait-on pour continuer sur le reste du monde et sur l'Europe? Et pour Air France, une fois arrivé à Madagascar, comment fait-on pour rayonner sur l'océan Indien? Donc là aussi, il peut y avoir des code-shares qui peuvent être négociés. Et c'est le futur de cette première phase qui vient d'être signée ce matin. En échange, Air France exige la normalisation de la qualité des services touchant le transport, l'hébergement et la restauration. De son côté, la ministre Irène Andreas a souligné que Madagascar commençait à gagner la confiance des investisseurs. Elle a ajouté que son département était en train d'élaborer des conditions d'investissement compétitives en matière de tourisme. La promotion de la destination Madagascar approfondie également lors de la rencontre des opérateurs malgaches et du syndicat national des agences de voyage de France à Paris. Le climat et la biodiversité sont des atouts de la grande île, sans oublier ses plages, son histoire et sa population. Christian Racoto-Arceau nous en dit plus. Depuis que le syndicat national des agences de voyage de France, ou SNAV, a effectué en décembre à Madagascar la réunion de son conseil d'administration, la relation entre les deux pays en matière de tourisme a fait un grand bond. Conscient que la grande île a un potentiel touristique énorme, les grands patrons des agences de voyage de France ont appuyé sur l'accélérateur pour accompagner Madagascar dans le développement de son tourisme. Nous avons pris conscience d'abord de toutes les valeurs ajoutées, les points positifs de cette grande île de l'océan Indien. Et nous avons pris conscience qu'il y avait des possibilités de déboucher et de développement énormes avec l'attachement que la France a toujours eu pour l'île de Madagascar. Donc simplement, faut-il encore le faire savoir exactement ce qu'il y a. C'est un tourisme qui ne sera pas le tourisme de tout le monde, qui ne sera pas le tourisme de masse que certaines destinations ont choisi comme formule. Je pense que petit à petit, avec le développement des infrastructures, des hôtels, mais pas forcément de très grands hôtels, comme dans certains pays de tourisme où ils reçoivent des centaines et des centaines de clients, mais par contre, que ce soit bien entendu le climat, que ce soit surtout la nature, nous avons tous été frappés par cette nature, ces forêts primaires, et encore on a vu une partie. Donc là, il y a une découverte écologique extraordinaire à faire. Et puis il y a quand même toute la partie aussi balnéaire qu'on ne peut pas oublier,
Et il ne faut pas oublier non plus l'histoire d'un peuple qui est volontaire, qui est intelligent, qui encore de temps en temps connaît quelques sursauts, mais qui saura trouver la véritable voie de son développement, et le tourisme fera partie de son développement. Il y a une semaine, le SNAV a tenu à Paris une réunion de travail avec l'IATA et les tours opérateurs malgaches sur l'application du système BSP avant de convier ces derniers à une balade sur la Seine. 2 tours d'horloge ont suffi aux opérateurs et responsables du tourisme malgache pour mettre au point un programme d'action commun pour cette année. Il s'agit de la formation d'agents de voyage français sur tout ce qu'il faut savoir sur Madagascar afin de mieux vendre la destination. Des voyages de presse seront aussi programmés pour que la grande île soit toujours présente dans le paysage médiatique français et européen. Tout ceci sera appuyé par des roadshows au mois d'avril et au mois de mai. Le SNAV a pour sa part aidé Madagascar dans l'obtention de surfaces supplémentaires lors du salon Le Monde à Paris. Le Monde à Paris où Madagascar a été représenté par 6 offices régionaux et 4 tours opérateurs et où le stand de Madagascar a été constamment visité par le public français. Certains ont déjà visité en partie Madagascar et veulent explorer d'autres régions. D'autres y vont pour la première fois. Un signe que le tourisme malgache est en train de se relancer. Les changements météorologiques sont à la base de nombreuses catastrophes climatiques, catastrophes naturelles. Sensibiliser la population à préserver l'environnement afin d'agir positivement sur les bouleversements climatiques est un des objectifs de la Journée mondiale de la météorologie célébrée aujourd'hui. Nathalie Léabi. Le climat est vous. Le changement climatique et les catastrophes naturelles telles que le cyclone, l'inondation, la sécheresse présentent un blocage au développement économique de notre pays. Tous ces problèmes sont les sources de plusieurs maladies et provoquent également la destruction des infrastructures et des cultures agricoles. L'ancien ministre de tutelle, Eric Razafi-Mandimbe, a affirmé que le Centre de la météorologie malgache a déjà effectué des efforts pour réduire l'impact du changement climatique. Le centre a opéré dans les parties sud-ouest et les régions Diana et Sava. Les enquêtes vont continuer dans les régions Analanzirou et Antinanan, toujours dans le domaine de la météorologie. L'Organisation internationale de la météorologie célèbre également ce jour son 61e anniversaire. Cette organisation œuvre dans l'amélioration du climat en général et se charge de la protection humaine contre les catastrophes naturelles et les changements climatiques. Dans le district de Manzakandjin, la population de la commune rurale de Saint-Baïl voit la fin des problèmes d'évacuation d'urgence des malades grâce à l'obtention d'un nouveau véhicule tout-terrain, une donation du gouvernement américain et sud-coréen par le biais du projet Village du millénaire mis en œuvre dans la localité depuis 2 ans. Le projet touche d'autres domaines, entre autres l'amélioration de l'agriculture ou encore de la race bovine et l'adduction d'eau potable. Firesetsu Ndjemanpiantou et Nathalie Glapi. La commune rurale de Saint-Baïl bénéficie depuis 2 ans du projet Village du millénaire. C'est un projet pilote visant à la réalisation des objectifs du millénaire, OMD. Le gouvernement américain a offert une nouvelle ambulance d'une valeur de $46,000 et des matériels d'urgence au centre de santé 2 de la commune afin de faciliter l'évacuation des patients en cas d'urgence sanitaire. Fruit de la coopération du gouvernement sud-coréen suite à la demande de la population. La coordonnatrice résidente des Nations Unies à Madagascar et représentante du PNUD, Fatma Samoura, a effectué la remise officielle de l'ambulance accompagnée de Evelyne Petrus-Barry, directrice régionale des CIMU en Afrique. Progressivement, le village s'est approprié ce projet que nous allons, nous, en tant que système des Nations Unies, continuer à travers un plaidoyer renforcé à soutenir. Mais nous voulons également remercier la commune et les habitants, et notamment M. le maire de Saint-Baïl, pour la mobilisation générale de la commune qui a participé également à l'amélioration de la route d'accès, et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir presque 6 km de routes qui sont praticables en toute saison. Et je voulais également me faire l'interprète de toute la population de Saint-Baïl pour appeler la communauté des donateurs et des bailleurs présentes au niveau de Madagascar à continuer à soutenir ce projet dont le financement malheureusement finit d'ici le mois de juin, afin que
Sambaïne puisse servir d'exemple et puisse être répliqué dans l'ensemble des 18 000 villages du pays. Il me semble que ce projet a vraiment inclus toutes les parties prenantes de la communauté de manière à leur permettre de travailler ensemble pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Je pense que c'est un exemple qui devrait être poursuivi et c'est un exemple qui devrait peut-être également être répliqué et utilisé à Madagascar et ailleurs pour montrer que lorsqu'on est capable de mobiliser des ressources qui ne sont finalement pas si énormes, mais surtout lorsqu'on est capable de mobiliser des personnes, une communauté, et de s'assurer qu'ils s'approprient d'un projet, ces personnes peuvent faire des miracles pour atteindre des sommets auxquels on n'aurait même pas pu penser auparavant. Les sites d'action du PNUD dans la localité ont été visités, entre autres les adductions d'eau potable, les barrages agricoles, l'élevage bovin. Dès son retour en Afrique du Sud, Evelyne Petrus-Paris assurera que le projet soit soutenu financièrement afin qu'il puisse voir le jour pour les 5 ans prévus au départ. Un mot sur la recherche. Le docteur Aristide Ndjenarmis a obtenu le diplôme universitaire habilitation à diriger des recherches. Il a présenté hier à Ankara les résultats de ses études sur l'écologie du paysage et certains oiseaux de Madagascar sur le thème la communauté aviaire et écologie du paysage au service de la conservation. Myriam Demapian nous en dit plus. Le maître de conférence Aristide Ndjenarmis accède au grade de professeur d'enseignement supérieur à Madagascar. En obtenant l'habilitation à diriger des recherches, HDR en sciences de la vie, il entre au club très fermé des plus hauts diplômés de l'université. Ce spécialiste de l'écologie du paysage, de la biologie et conservation animale, notamment les oiseaux du parc national de Sahamalaz, a consacré 18 années de sa vie à identifier les zones prioritaires pour leur conservation et les mesures de conservation indispensables. Le professeur Ndjenarmis a pris l'exemple de l'espèce d'oiseaux répondant au nom vernaculaire de Fitir Mbengi. Les oiseaux ont une importance particulière en matière de biodiversité. En plus, les oiseaux souffrent actuellement de disparition des habitats à travers l'épave, c'est-à-dire le culture sur du lit, la destruction de leurs habitats, par exemple la disparition des mangroves et l'ensablement, ce qui fait que les recherches présentées aujourd'hui étaient axées sur l'application des connaissances sur les oiseaux, par exemple leur distribution, leur abondance, pour identifier les zones ou les sites qui ont encore d'importance particulière à la conservation de ce groupe d'animaux. Les recherches soutenues par les bailleurs de fonds ont été appliquées sur la délimitation du parc national dans le nord-ouest, le classement des forêts d'Anzurobé comme aires protégées des forêts littorales du sud-est de Madagascar. Selon le professeur, l'île compte environ 250 espèces d'oiseaux, dont la moitié est endémique. Rappelons qu'un candidat d'un HDR doit montrer ses aptitudes à mener des recherches scientifiques originales de haut niveau et à encadrer et animer des équipes de recherche. À l'étranger, le guide libyen Mouammar Kadhafi est apparu à la télévision après quelques jours d'absence depuis les frappes aériennes internationales. Il a appelé ses sympathisants et l'islam à lui venir en aide, quitte à demander à la population de lui servir de bouclier humain. Malgré un rapport de force inégale, les insurgés continuent leur combat dans l'est du pays. Reportage. Au 5e jour du déclenchement des frappes aériennes de la coalition internationale contre le régime libyen, le colonel Kadhafi affichait toujours la même détermination. Dans le fracas des tirs de la défense antiaérienne, ces hommes sillonnent les places de la capitale, faisant hurler leurs klaxons et arborant le V de la victoire. Le colonel lui-même, absent des écrans depuis le début de l'offensive alliée, a fait une apparition mardi soir dans les ruines de Bab Azizia pour lancer de nouveaux défis. Devant un parterre de sympathisants étroitement encadrés, il a appelé l'islam à la rescousse. Toutes les armées islamiques doivent participer à la bataille. Tous les hommes libres doivent y participer. Il y a des manifestations partout pour vous soutenir. En Asie, en Afrique, en Amérique et en Europe. Autosuggestion ou stratégie du mensonge délibéré, le dirigeant libyen en a profité pour demander ouvertement à la population de lui servir de bouclier humain.
La plus forte défense antiaérienne, ce sont les masses populaires. Kadhafi est au centre des masses, c'est ça la défense antiaérienne. Pourtant, dans la journée, les caméras de télévision, comme ici dans une base de la marine libyenne à Tripoli, où des matériels et des stocks de munitions ont été réduits ensemble. Nous craignons évidemment que cette base soit une cible, qu'elle soit visée. Mais heureusement, il n'y avait pas des gens... Si les forces loyalistes au colonel continuent de décimer la population des villes de Tripolitaine à l'ouest, comme Misrata ou Yefren, elles semblent désormais avancer plus lentement en Cyrénaïe. Dans l'est du pays, les forces de la rébellion continuent en effet de s'activer malgré leurs maigres moyens, ici dans les environs d'Ajlabia, mais selon le nouveau porte-parole de leur conseil militaire, les hommes se préparent à la grande bataille. Et puis les États-Unis se préparent à quitter la Libye. Barack Obama a signalé que son intervention était destinée à prévenir une catastrophe humanitaire. Le commandement des forces de l'OTAN est donc en Libye, la Chine, l'Amérique du Sud, la Russie, la Turquie et la Ligue arabe. Le point de la situation. 5e jour d'intervention militaire en Libye et la communauté internationale est divisée. Dans le camp américain, on prépare son retrait. Barack Obama veut ménager sa cote de popularité. Le président des États-Unis en est bien conscient. Les Américains, épuisés par la guerre, ne soutiendront pas un engagement prolongé en Libye. Ceci est une opération militaire très spécifique, limitée dans le temps. Nous sommes un support dans un effort international pour prévenir une crise humanitaire en Libye. Les regards sont désormais tournés vers l'OTAN. Reste la question du commandement. Face au désaccord des 28 ambassadeurs, la France désire ardemment assurer le pilotage politique des opérations. Malgré les réticences américaines, Washington hésite à se placer sous le commandement français. Nous agissons en fonction de la résolution des Nations Unies et des ordres qui nous sont donnés par le chef des armées, le président de la République, la zone d'exclusion aérienne et puis la protection des populations. Voilà notre objectif. C'est en tout cas sous une coloration très occidentale que les opérations se poursuivent. Au risque d'indisposer encore un peu plus les pays arabes, la ligne de fracture diplomatique est désormais clairement affichée. La Chine, l'Amérique du Sud, la Russie, la Turquie et la Ligue arabe s'opposent à cette intervention. Il ne devrait pas y avoir d'intervention contre la Libye et il y a nécessité à préserver l'intégrité du territoire libyen. Ce soutien arabe, la France et la Grande-Bretagne espéraient l'obtenir depuis plusieurs jours. Seul le Qatar s'est finalement prononcé en faveur de la coalition. Malgré la résolution des Nations Unies, l'unité reste encore fragile. Au Japon, l'eau du robinet est maintenant propre à la consommation pour les enfants de Tokyo et de la ville de Tama. De plus, une dizaine de légumes produits autour de Fukushima a été interdit de vente. Suspension également de l'exportation des produits frais japonais. Voyons les détails. Après les légumes, c'est l'eau qui inquiète les Japonais. Dans la capitale nippone, l'eau du robinet contient des substances radioactives, un taux qui ne menace pas la santé des adultes, mais qui dépasse la limite autorisée pour les enfants. En conséquence, nous recommandons que les enfants des 23 arrondissements de Tokyo et de certains quartiers de la ville de Tama ne boivent pas l'eau du robinet. Ce mercredi, le gouvernement a aussi interdit la consommation et la vente de 11 légumes. L'inquiétude gagne les pays étrangers qui stoppent progressivement leurs importations de produits frais en provenance du Japon. Nous allons informer correctement les gouvernements étrangers avec des faits mis à jour pour leur permettre de répondre aux risques. Sur les étals des marchés de Tokyo, ce n'est pas encore la panique. Je pense que ça ira si je lave bien les épinards avant de les manger. Mais si j'en trouve qui viennent d'une autre préfecture, peut-être que je les achèterai. Pendant ce temps, à Fukushima, une nouvelle source d'inquiétude. Une fumée noire s'élevait mercredi après-midi au-dessus du réacteur numéro 3 de la centrale. L'entreprise TEPCO, l'opérateur du site, a déclaré ignorer la source de cette fumée,
mais a évacué par mesure de précaution les employés de la salle de contrôle du réacteur. Jérusalem n'a pas été touchée par un attentat depuis 2008. Aujourd'hui, un bus a explosé dans la capitale israélienne. Bilan 30 blessés, dont 4 graves. La bombe a été dissimulée dans un sac près d'un kiosque. Reportage. Ce mercredi, une violente explosion a frappé un bus de la capitale israélienne. Il est 3 heures de l'après-midi quand une bombe explose près de la principale gare routière de Jérusalem-Ouest. Les premiers bilans font état d'au moins une trentaine de blessés, dont 4 graves. Tous ont été hospitalisés. L'explosion a été causée par une bombe dissimulée dans un sac déposé près d'un kiosque. Le bus visé se dirigeait vers une colonie juive de Cisjordanie. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a immédiatement annulé son voyage à Moscou. Jérusalem n'avait pas été touchée par un attentat depuis 2008. Cette explosion survient en pleine escalade de violence entre Israël et Gaza. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne fin de soirée à tous sur nos antennes. Au revoir.